Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Cette semaine, nous allons faire un tour sur l'île Sainte-Hélène. Montréal Hanté offre chaque samedi, en anglais et en français, des capsules sur les phénomènes paranormaux et fantomatiques de Montréal et de la région. Si ce n'est déjà fait, je vous encourage à vous abonner pour ne manquer aucune de nos capsules. Et maintenant, parlons fantômes. L'île Sainte-Hélène émerge des eaux tumultueuses et tourbillonnantes du fleuve Saint-Laurent, juste au sud du Vieux-Montréal. Son affleurement étagé a une histoire remarquable, incluant un site qui attire les enquêteurs les plus sceptiques du paranormal. Perché sur une pente au milieu de la partie nord de l'île, le vieux fort britannique menace et est réputé être hanté depuis longtemps. Jusqu'à récemment, la structure fortifiée abritait le musée Stuart, qui célébrait l'influence de la civilisation européenne en Nouvelle-France et en Amérique du Nord. Et bien que la plupart des gens voulaient une leçon d'histoire au musée, d'autres y cherchaient quelque chose de tout à fait différent. Les fantômes et l'activité paranormale supposée assaillir le vieux fort. Avant d'examiner les fantômes du fort, l'activité paranormale et ses enquêteurs, un peu d'histoire est de mise. L'île Sainte-Hélène a des origines volcaniques et 3 petits pics sortant de 30 mètres des eaux tourbillonnantes du Saint-Laurent. Vieille d'environ 200 000 ans, l'île mesure 3 km par 600 mètres et a été utilisée pendant des milliers d'années par plusieurs Premières Nations, comme le montrent les découvertes archéologiques des 2 sites sur l'île. Des fragments de poterie et d'anciens morceaux de pipe suggèrent que l'île avait été visitée par les Iroquois du Saint-Laurent, une Première Nation mystérieusement disparue. Durant son voyage en 1535, Jacques Cartier aborda ce qui est maintenant l'île de Montréal, sans mentionner sa petite cousine, l'île Sainte-Hélène d'aujourd'hui. Elle n'eut aucun nom jusqu'en 1611, quand elle fut visitée par Samuel de Champlain. En admirant sa beauté naturelle, il décida de la nommer en l'honneur de sa femme de 13 ans, Hélène de Champlain. 1 an auparavant, elle lui avait été donnée en mariage alors qu'il n'était de 31 ans son aîné. Comme Hélène n'avait pas encore atteint l'âge de consentement, une clause dans le contrat de mariage requérait un laps de 2 ans avant que le couple puisse cohabiter. L'île Sainte-Hélène apparaît sur une carte que Champlain dessina au bas dans le milieu du Saint-Laurent. L'île connut plusieurs morts durant ses premières années de colonisation française. Le 5 juin 1611, un chef montagnais nommé Outé-Toukous et un colon français nommé Louis se noyèrent en tentant de braver les rapides tourbillonnantes après avoir chassé du héron sur une des îles voisines. Outé-Toukous fut enterré sur l'île Sainte-Hélène, tandis que la mort de Louis allait influencer la toponymie de Montréal. Les eaux tourbillonnantes où l'homme s'était noyé furent nommées les rapides du Sault-Saint-Louis et, un peu plus loin vers l'ouest, où le fleuve s'élargit, le lac Saint-Louis fut nommé en l'honneur du Français noyé. L'île connut d'autres morts, entre autres le 9 août 1664, quand les colons français Jacques Dufresne et Pierre Maignan furent tués par des guerriers iroquois. Suivant la fondation de la colonie de Ville-Marie en 1642, un état de guerre fut déclaré entre les Mohawks et les colons français qui essayaient de les convertir au catholicisme. La première trace d'une propriété sur l'île date de 1635, lorsque la Compagnie de la Nouvelle-France octroya la seigneurie de Citière, qui incluant l'île Sainte-Hélène, à François de Lauzon, fils du gouverneur. En 1657, de Lauzon céda une bande de terre seigneurale à Charles Le Moyne, incluant l'île Sainte-Hélène et la Ronde. Remarquablement, en 1700, le roi de France nomma Charles Le Moyne baron pour honorer ses accomplissements militaires, faisant de lui la seule personne née en Nouvelle-France portant ce titre. La seigneurie de Longueuil fut également déclarée baronnie, la seule en Nouvelle-France. En 1660, les soldats britanniques marchèrent sur Montréal, qui capitule, mettant fin au projet de la Nouvelle-France. Toutefois, les nouveaux seigneurs britanniques ne disputent pas la propriété privée. L'île Sainte-Hélène reste donc entre les mains de la famille Longueuil des années durant. Suivant la guerre de 1812,
un conflit qui vit les milices américaines envahir le Haut et le Bas-Canada, quoique sans succès. Les Britanniques convoitent l'île pour y bâtir un fort. Pour mieux défendre Montréal, ils souhaitent un fort, un arsenal, une caserne et un blockhaus sur l'île. En 1818, la baronne de Longueuil autorise la vente de l'île au gouvernement britannique pour la somme de 15 000 livres. Le fort fut construit entre 1820 et 1824 selon les plans du lieutenant-colonel Elias Walker Dunford, des ingénieurs royaux. On y trouva un arsenal à munitions, un entrepôt d'armes, une caserne, un petit arsenal et une tour de garde entourée d'un mur de calcaire épais. Hors du complexe fortifié se tenait un large arsenal blindé anti-bombe qui contenait près de 5000 barils de poudre. Conçu pour servir d'arsenal et d'entrepôt, c'était une partie d'une chaîne de forts bâtis pour protéger le Canada contre la menace d'une invasion américaine. La pierre utilisée pour la construction du fort était un mélange de brèches rouges prises à même l'île et du moellon des fortifications originales de Montréal démantelées quelques années auparavant. Durant les années 1832 à 1834, Montréal est en crise. Après qu'un navire fut arrivé transportant des immigrants atteints du choléra, une épidémie ravage la ville. Le fort est alors changé en hôpital. Près de 50% des gens hospitalisés meurent de la maladie qui est très contagieuse. Le choléra fit près de 2000 victimes à Montréal, soit près de 6% des habitants. Dans son sillage, des familles brisées, dévastées et des centaines d'orphelins. D'autres changements viendront. En 1829, un cimetière militaire fut construit dans l'est de l'île et en 1837, le fort change encore de vocation, devenant une prison militaire à la suite des rébellions. Il est ravagé par le feu en 1848, mais reconstruit de 63 à 64. Quelques années plus tard, en 67, le Dominion du Canada est créé. Les troupes britanniques quittent le Canada en 70 et le gouvernement canadien acquiert l'île pour la transformer en parc public en 1874. Le fort était actif durant les deux grandes guerres. Au cours de la Première Guerre mondiale, il servait d'arsenal à munitions et dans les années 30, il fut restauré en tant que projet de création d'emplois durant la Grande Dépression. Pendant la Seconde Guerre, on le convertit en camp d'internement nommé S-43. Les prisonniers de guerre, la plupart des Italiens et des Allemands, furent forcés au dur labeur de fermiers et de bûcherons. En 1944, le camp d'internement est fermé à la suite d'un rapport interne sur la maltraitance des prisonniers. Le musée David M. Stewart est fondé en 1955 afin de recueillir, garder et exposer des objets historiques du passé colonial canadien, surtout de l'époque de la Nouvelle-France. Établi dans le fort, la collection du musée contenait des objets datant du 16e au 19e siècle. Il a fermé ses portes en février 2021. Durant les années 60, l'île Sainte-Hélène subit de grands changements dus à l'Expo 67, ayant été choisie pour site sous le thème « Terre des hommes ». En utilisant 28 millions de tonnes de terre excavées lors de la construction du métro de Montréal, l'île Sainte-Hélène est agrandie et fusionnée aux îles voisines. L'île Notre-Dame adjacente est également construite en même temps, accueillant les pavillons de plus d'une soixantaine de pays pour l'exposition universelle. Du 27 avril au 29 octobre, 50 millions de personnes ont visité l'Expo 67, jugée comme la plus réussie du 20e siècle. Après la fermeture de l'Expo, le site devient le Parc des Îles. En 1999, il est de nouveau renommé, cette fois-ci en l'honneur du défunt maire Jean Drapeau, qui avait fait bâtir le métro, agrandir les îles et amener l'Expo 67. Revenons donc au fort du musée. Il était ouvert à l'année et même si les visiteurs pouvaient y apprécier des expos exceptionnelles et des activités, ils devaient aussi faire face à de l'activité paranormale. Il y a eu plusieurs rapports de fantômes au musée. D'étranges apparitions ont été vues rôder ça et là dans les ombres. Le son de pas de fantômes pouvait être entendu parfois, comme si des soldats marchaient en formation. Des objets manquaient, même des malaises et des essoufflements faisaient partie des plaintes des visiteurs.
Ajoutez à cela des brumes mystérieuses, des lumières étranges, des voix désincarnées, une odeur inattendue de fumée, et il était facile de conclure que le fort est hanté. Une commise au guichet, qui était un peu apeurée par son travail au fort, attesta être au courant d'au moins un fantôme. L'esprit était celui d'un intendant ou d'un cuistot d'il y a longtemps, selon la jeune femme. Elle entendit rapporter que le lieu où était la cuisine de la caserne était hanté. Des gens ont senti un feu de bois brûler et entendu des fracas de peau, malgré le fait qu'aucun feu n'y était et que l'endroit n'est plus une cuisine. Le personnel chuchotait qu'un intendant fantôme hantait le lieu. L'intendant le plus célèbre ayant travaillé dans la cantine militaire fut Charles McKiernan, un philanthrope bourru, connu aussi sous le nom de Joe Beef. Après avoir nourri les troupes durant la guerre de Crimée, il fut transféré à Montréal en 1864 avec son régiment d'artillerie et chargé de cuisiner dans le fort. Ayant quitté l'armée, il ouvre en 1870 la taverne Crown and Spectre sur la rue Saint-Claude. En 1875, la taverne s'établit à l'angle des rues des Commissaires, maintenant de la Commune, et de Calière, et devient plus communément connue sous le nom de Joe Beef's Canteen. Des centaines de débardeurs, de laboureurs, de marins ont fréquenté la cantine pour boire et manger. Les clients les plus aisés mangeaient un beefsteak avec des oignons pour 10 sous, tandis que les plus pauvres recevaient un bol de soupe et un quignon gratuit. L'excentrique Joe Beef tenait aussi une ménagerie d'animaux sauvages dans son caveau et deux squelettes humains derrière le bar pour divertir ses hôtes. Connu pour mépriser l'autorité, il soutient les travailleurs grévistes du canal de la Chine en 1877 en leur donnant de la soupe et du pain gratuit sur la ligne de piquetage. Le 15 janvier 1889, Joe Beef meurt soudainement d'un arrêt cardiaque. Ses obsèques furent parmi les plus populaires de toute l'histoire de Montréal. Le fantôme de Joe Beef serait-il revenu hanter le vieux fort, peut-être pour continuer à contrer l'autorité? Le fort hanté a été montré à Enquêteurs du paranormal, une émission de télévision québécoise. Dans l'épisode intitulé « Le fort de l'île Sainte-Hélène et la maison hantée de Contrecœur », Christian Page, l'animateur, un expert en paranormal, interviewe Laure Pavlovitch, coordonnatrice de l'éducation au musée. Elle reconnaît qu'il y a plusieurs rapports d'activité paranormale et mentionne que la caméra de sécurité filme parfois des phénomènes étranges tels que des lumières s'allumant et se fermant toutes seules. Christian Page invita 3 médiums au fort afin de communiquer avec les fantômes. Le premier médium, Michel-Alexandre Larchevêque, vit un esprit se déplacer vite près d'un mur au sous-sol et détecta des fantômes de jeunes soldats. Le second, Sylvain Bolduc, entendit les bottes fantômes marcher et du fracas de coutellerie là où la cuisine avait été. Il sentit également de la fumée et vit le fantôme d'un prisonnier qui ne parlait pas français mais italien, vêtu d'une chemise verte. Cet esprit était sans doute un prisonnier italien du camp d'internement S-43, peut-être l'un des détenus qui avait été maltraité. Il repéra également des fantômes d'enfants, peut-être des esprits orphelins du temps où c'était un hôpital du choléra. La troisième médium, Sylvia Davinzo, identifia les fantômes de gens qui étaient morts de la faim et d'autres qui furent enchaînés, suggérant qu'ils étaient originaires du temps où c'était une prison. Entre-temps, une rumeur persistante circule sur Internet suggérant que 800 soldats eût été enterrés dans une fosse commune sur l'île après avoir été tués par des tireurs d'élite. Selon hauntedplace.org, le fort de l'île Sainte-Hélène est hanté par certains de ces 800 soldats enterrés tout près dans une grande fosse, victimes des tireurs d'élite ennemis. Cependant, TheChive.com relate que les témoins rapportent qu'il s'agit du gîte de 800 soldats qui sont morts après que leur général les avait mis volontairement sur la ligne de mire de tireurs d'élite. Ils sont enterrés dans une grande fosse sur l'île. Toutefois, une visite du cimetière militaire voisin situé au sud-est du fort contredit ce délire. Il est estimé qu'environ 100 corps reposent au cimetière. Selon la plaque de commémoration inaugurée en 1935, il y aurait un total de 58 soldats connus et d'autres dont les noms sont inconnus, enterrés par différents régiments et brigades. La plaque informe les visiteurs que plusieurs femmes et enfants ont également été enterrés ici, mais il n'y a pas le moindre mention de 800 soldats enterrés dans une grande fosse.
De plus, selon certaines sources, des tombes furent exhumées et les corps retirés autour de 1915. D'où viennent ces rumeurs et pourquoi elles circulent reste inconnu pour l'instant, mais elles continuent de faire le tour de l'Internet. Quel que soit le cas, les conservateurs du musée Stuart étaient bien conscients de ces fantômes. En fait, ils célébraient même l'Halloween avec un événement nocturne nommé Objets étranges et hantés. Les enfants de 7 ans et plus étaient invités à examiner les serrures, clés, globes, télescopes, cadrans solaires, pulvérins, accessoires de table, caractères d'imprimerie, sculptures, objets miniatures, boîtes à chapeau et boîtiers de pipe supposément hantés, tout en écoutant des contes extraordinaires sur les objets et les fantômes de ce fort apeurant. La somme de toutes ces rumeurs d'esprits, d'enquêtes, du paranormal et de rencontres étranges suggère que le fort de l'île Sainte-Hélène est particulièrement hanté. Avec tant d'histoires sur les fantômes et l'activité paranormale du fort et du musée, rien d'étonnant que ce soit si populaire chez les médiums, les chasseurs de spectres et les badauds. Voilà qui était notre petit tour du fort de l'île Sainte-Hélène. Si vous y avez fait des rencontres étranges et paranormales, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer la vidéo, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune capsule. D'ici samedi prochain, je vous souhaite une bonne semaine et gardez l'œil ouvert. On ne sait pas quel fantôme rôde à Montréal.